Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à faire confiance à Info TV. Nous sommes dimanche, il est 11h30, heure du Cameroun. Le programme c'est Libre Expression, c'est le grand débat de la semaine. Ce matin, 3 sujets nous interpelleront. Tout d'abord, la visite d'Emmanuel Macron, le président français en terre camerounaise. Quel bilan faites-vous de cette visite du président Emmanuel Macron au Cameroun? Certains analystes estiment que ça aura été une visite presque pour rien. En deuxième partie de ce programme, on essaiera également de nous interroger sur la réponse du président camerounais à l'endroit du journaliste français concernant justement l'alternance à la tête de l'État. C'est la toute première fois que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, parle presque clairement de l'éventualité d'une alternance à la tête de l'État. Quel regard posez-vous sur cette réponse et quel regard posez-vous de manière globale sur cette éventualité de l'alternance à la tête de l'État en 2025 au Cameroun? En troisième partie, si vous en avez convenance, on marquera cet arrêt, un arrêt majeur sur ces faits majeurs de la semaine. Il s'agit de la libération de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, mais également de l'ancien directeur général de Camwater. J'ai nommé Basile Atanganakuna. Quel commentaire faites-vous de cette libération de l'ancien ministre Basile Atanganakuna qui a restitué tout simplement, pour parler comme les hommes de droit, le corps du délit? Le droit a-t-il été dit dans le cas de Basile Atanganakuna? Voilà les 3 arrêts majeurs qui nous interpellent ce matin en direct d'Info TV. Parce que vous regardez justement cette chaîne de télévision, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je vais commencer par accueillir tous mes invités qui répondent présents ce matin. Je commence justement par ma droite avec Maître Luc Sac. Maître Luc Sac, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait Aïs. Maître Luc Sac est avocat au barreau du Cameroun et je ne trahis pas en secret, vous faites partie du conseil du ministre Basile Atanganakuna. C'est évident, je suis avocat au barreau du Cameroun depuis belle lurette quand même maintenant. Nous avons... On voit d'ailleurs la chevelure blanche. Voilà, elle est toujours blanche depuis l'âge de 7 ans. Donc je suis également... comme vous avez dit, le conseil de M. Atanganakuna, où j'étais dans le collège qu'il a défendu. D'accord. Votre expertise nous sera d'un grand apport ce matin. Je vous remercie pour cette invitation, cette première invitation sur votre plateau. Et c'est un plateau qui est noble. Je vois le professeur, je vois mon confrère Maître Nouga et mon voisin que j'ai eu l'honneur de voir hier. Donc, les points de vue sont toujours très appréciés. Merci beaucoup. En face justement de vous, puisqu'on parlera beaucoup de droit ce matin, je me suis dit qu'il fallait un autre avocat. Cette affaire-là pouvait être un peu compliquée pour toi seul. De toutes les façons, nous sommes là. Notre devoir, comme vous avez dit, c'est d'éclairer l'opinion publique sur ce qui s'est passé. En face de vous, donc, votre collègue, c'est Maître Nouga, qui est parmi nous ce matin. Maître Nouga, bonjour. Bonjour à mon confrère et bonjour au professeur, bonjour aux panélistes. Je dis aussi bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Restez cochés, j'ai beaucoup de plaisir à être dans votre émission. Maître Nouga répond ce matin en sa double casquette d'homme politique. Depuis quelques années, il milite pour les idéaux du PCRN, du président Cabral Libi, mais également en tant qu'avocat, homme de droit, avocat au barreau du Cameroun. À chaque fois que j'ai présenté Maître Nouga, j'ai toujours dit toute une vie dans les tribunaux. Oui, Maître, vous n'êtes pas fatigué? Ah non, mais écoutez, c'est clair qu'après 25 ans de pratique professionnelle, on a un besoin de, peut-être pas, on n'a pas de fatigue, mais on a un besoin quand même de temps en temps de changer. De passer à autre chose. De faire autre chose. Les livages, par exemple. Voilà, j'ai la chance que depuis plus de 25 ans également, je sais passer de l'avocature, par exemple, à la politique. C'est 2 mondes différents et qui me renouvellent, qui me régénèrent chaque fois. Donc, je tiens toujours bien le coup. Merci, Maître Nouga, d'être là ce matin. À côté de vous, Maître Nouga, c'est votre ami, le professeur Christian Tchala. Bonjour, professeur. Bonjour, Parfait ici. Bonjour aux copanélistes. Bonjour à vos très nombreux téléspectateurs.
et merci de m'avoir invité pour ce débat. Le professeur Christian Tchala, il est enseignant d'université, il est historien, j'aime également dire c'est toute une vie dans les amphis, mais alors un travail qui vient d'être reconnu par la prééminence institutionnelle et diplomatique de notre pays, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le professeur Christian Tchala est le désormais vice-recteur du côté de l'université de Berthois. Félicitations, professeur. Merci. Merci au chef de l'État qui a fait confiance en nos modestes personnes. Je souhaite maintenant être à la hauteur de la tâche. Nous sommes très contents. Nous avons eu l'habitude de recevoir le professeur Christian Tchala dans nos multiples plateaux. Nommé un des nôtres à ce grand poste de responsabilité, cela nous réjouit. On vous souhaite que le meilleur. Merci. En face du professeur Christian Tchala, nous avons le docteur Aoumou. Docteur Aoumou, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le docteur Aoumou est également enseignant d'université. Il est politologue internationaliste. Il enseigne du côté de l'Institut des relations internationales du Cameroun, en abrégé IRIC. Docteur, comment se porte l'IRIC, cette école prestigieuse? Ah oui, d'ailleurs qui vient de fêter son 50e anniversaire. Je pense que ça a été l'occasion de faire un bilan. Et aussi de se projeter sur les 50 prochaines années. Je crois que l'IRIC est en pleine mutation, on peut le dire, et elle va s'ancrer davantage dans son rôle, on va dire, prométhéen, n'est-ce pas, d'éclairer la lanterne, non seulement des étudiants, mais aussi du public, mais également des décideurs sur les orientations, j'espère les meilleures, pour la politique étrangère du Cameroun, entre autres. Merci, docteur Aoumou, de répondre donc présent. Votre expertise dans votre domaine nous sera également d'un réconfort incontournable dans le cadre de ces échanges. Avant toute chose, je vous invite à marquer cette transition. Bon retour sur le plateau. Je pense que nous allons prendre l'édito de la semaine. C'est une affaire de Jean-Bruno et Fagonon. À tout de suite pour la suite. 5 jours, jour pour jour, après le départ de l'illustre invité du président de la République Paul Biya, Emmanuel Macron, président français en visite officielle en terre camerounaise du 25 au 26 juillet dernier, donne encore ce jour l'occasion à tout analyste de revoir un tant soit peu sur le chronogramme et les différentes déclarations qui ont émaillé ces instants riches pour les deux hommes, mais surtout pour les deux États que ceux-ci représentent valablement parce que respectueusement élus sur la forme constitutionnelle respective de la France et du Cameroun. Même si par abus, par provocation ou par illusion, le cas du Cameroun semble plus attirer l'attention pour certains avec cette question posée par une journaliste française sur la probable candidature ou pas du chef de l'État camerounais à la prochaine échéance électorale à la tête de l'État. Espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Satisfaisante ou pas, la réponse de Paul Biya laisse en tout cas tout entendeur dubitatif. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Puisque, et même comme la science exacte est encore en pleine élaboration, le calcul que le chef de l'État donne comme devoir nécessite beaucoup d'applications pour des notions capables de mettre en musique l'addition et la soustraction dans une même opération et trouver le résultat de 7 moins 3 ou 4. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3 et vous saurez
combien de temps il me reste à diriger le pays. Une opération dont le résultat n'est possible à trouver certainement que quand il ira au village ou pas. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. En attendant de trouver la réponse à cette opération, la solution vient d'être trouvée pour un digne fils du terroir. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, ex-directeur de la Camwater, retrouve toute son énergie. Basila Tanganakuna, puisqu'il s'agit de lui, retrouve sa liberté ce 29 juillet 2022 au terme du délibéré de l'affaire ministre public Camwater contre Basile et ses co-accusés. Provisoirement détenu à la prison centrale de Kondengi depuis mars 2018, soit 4 bonnes années, 4 bons mois, et comme le stipule la loi, l'arrêt de poursuite est requis par le procureur général près le tribunal criminel spécial à la demande du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Issou. Deux grosses actualités qui donnent du train à moudre au sac de modérateurs et à ses prestigieux invités de ce programme de référence, à savoir Libre Expression. Sur ce, bon dimanche et à dimanche. Bon dimanche, Jean-Bruno et Fangonon. Maître Nouga, je commence par vous, par ce sujet que nous avons mis comme mise en bouche ce dimanche. Il s'agit justement de la visite du président français en terre camerounaise, Emmanuel Macron. Bilan satisfaisant selon vous? Ben justement, il faut le connaître pour savoir s'il est satisfaisant ou pas. On se demande toujours pourquoi il était là. Ah bon? Oui, parce qu'en réalité, vous savez, le président Macron est venu ici au Cameroun en visite d'un chef d'État français au Cameroun, un État souverain, mais il a beaucoup parlé de la Russie. Alors je n'ai pas bien compris quel le parallèle avec la Russie. Cela donne peut-être le sens de la réalité de sa visite, parce qu'au départ, on nous annonçait des questions de promotion agricole, mais je n'ai pas beaucoup entendu parler de l'agriculture, je n'ai pas entendu parler de Russie. Ce qui laisse penser que le président Macron était certainement envoyé par l'Union ou bien par l'OTAN pour essayer de participer, d'accroître l'isolement de la Russie et peut-être obtenir l'adhésion des États comme des États africains comme le Cameroun et d'autres qui ont commencé, le Sénégal, je pense la Côte d'Ivoire, et obtenir l'adhésion d'un grand nombre d'États africains, non seulement pour isoler la Russie et peut-être déclencher une guerre plus massive avec le soutien de l'Afrique. Bon, alors sur ce point, j'ai le sentiment que le bilan pourrait être mitigé, sinon négatif. Parce que je n'ai pas eu, dans les répliques et les réponses du président Biya, une attitude qui participe à faire de la Russie un ennemi du Cameroun. Au contraire, le président a rappelé qu'avec la Russie, nous avons des accords, qu'il a d'ailleurs eu un certain plaisir à renouveler récemment, et ce qui laisse penser que le président Macron pourrait être rentré bredouille sur ce point. Alors, il y a une autre question qui est importante. Et parce que, étant entendu qu'on nous a parlé de l'agriculture dans l'annonce de la visite et qu'on a peu entendu parler de l'agriculture dans l'effectivité de la visite, il y a également la question de l'alternance au Cameroun. Vous savez, on ne perd pas de vue l'opinion publique au Cameroun. Cette question de l'alternance viendra en sujet. Un sujet majeur. Un sujet, je le réserve, mais ça, c'est également en étroite ligne. Qu'il faut absolument... Nous avons voulu faire de ce sujet un sujet principal. D'accord. Donc, je peux m'arrêter là. Je pense que pour ma part, le président Macron est venu peut-être... D'abord, il n'a pas terminé la visite. Et je me demande, il est venu peut-être faire un tour au Cameroun, après avoir quand même eu des attitudes diplomatiques, j'ai envie de dire, nous avons un enseignant de la diplomatie. Le président Macron a eu des attitudes diplomatiques relativement, je peux dire, infantiles, par rapport au Cameroun et au président Biya. Vous vous souvenez, lorsque quelques activistes l'ont interpellé de manière cavalière
au sujet du Cameroun, il a répondu de manière tout aussi cavalière, peut-être en oubliant. Donc, on n'a pas eu l'impression qu'il a amené la même condescendance, ou tout au moins que cette condescendance a été réaffirmée. Au contraire, on l'a vu chercher quand même à paraître ce qu'il voulait paraître, et que les Camerounais n'ont pas vraiment réagi. Et nous avons utilisé nos propres méthodes. Nous accueillons toujours très bien nos étrangers, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer avec nos filles. Merci, Maître Nouga. Docteur Aoumou, Maître Nouga a commencé à le relever tout à l'heure. La visite était prévue pratiquement pour 3 jours. On sait très bien qu'elle devait s'achever le 27. Mais on a été tous surpris de voir le président Macron rentrer plus tôt que cela. Est-ce que c'est parce que le président Macron n'a pas été satisfait par les réponses données par le président camerounais, son Excellence Paul Biya, surtout au sujet justement de cette guerre en Ukraine? On a vu le président Macron insister sur cet aspect des choses au niveau de la conférence de presse, et on a suivi le président Paul Biya apparemment qui ne lâchait pas prise. Cela aurait énervé le président français? C'est une lecture qui est possible. De toute façon, on ne peut que supputer et observer les non-dits, mais aussi le langage non-verbal ou paraverbal, n'est-ce pas, des différents acteurs et protagonistes. Effectivement, on peut remettre la visite du président Macron au Cameroun dans un contexte, peut-être même deux, un contexte global, donc multilatéral, et un contexte bilatéral dans les relations entre le Cameroun et la France. Alors, le contexte global, on le sait, c'est un contexte de crise en Ukraine, sur fond, n'est-ce pas, de redéfinition d'un ordre mondial, on l'a dit, et l'Afrique, n'est-ce pas, s'est plus ou moins positionnée, sinon de manière neutre, peut-être en faveur de la Russie, mais clairement pas du côté des Occidentaux. Ça s'est vu, les pays africains n'ont pas condamné, n'est-ce pas, l'agression russe en Ukraine, certainement pour des questions d'intérêt. D'ailleurs, on a vu Macky Sall accompagné voilà, et puis de Mahamat, qui sont allés voir le président Poutine pour lui dire la position de l'Afrique et effectivement ce que l'Afrique attendait de la Russie par rapport aux conséquences négatives, n'est-ce pas, de cette guerre sur les populations africaines. On parle justement de crise humanitaire, de crise alimentaire qui serait à mettre à l'actif, n'est-ce pas, des effets pervers en termes de conséquences sur l'Afrique. Alors, sur le plan bilatéral, on peut également constater que, eh bien, le président Macron, la France est en perte d'estime, on peut le dire ainsi, perte d'influence, aussi bien au niveau même de l'Europe qu'au niveau de l'Afrique. Il y a un sentiment, n'est-ce pas, un sentiment anti-français, on l'a dit, qui est clairement exprimé de plus en plus. Et sur un plan économique, il y a également des conséquences. C'est que des parts de marché qui autrefois étaient carrément celles de la France, du fait des relations particulières historiques avec ces anciennes colonies, eh bien, ces parts de marché sont grignotées et peut-être même... Et la journaliste française là, voilà. Donc, alors tout cela... 40% sur le plan économique, à 10%. C'est même de 10%. Voilà. Donc, vous voyez que c'est autant d'éléments qui font que, eh bien, vous savez, dans les relations internationales, ce sont les intérêts, notamment. L'intérêt national est un principe, n'est-ce pas, des relations internationales. C'est d'ailleurs, lorsqu'on est dans l'approche réaliste des relations internationales, c'est ce principe-là qui guide l'action des nations et des chefs d'État. Voilà. Voilà. Alors, et puis on peut refaire l'histoire, depuis l'Antiquité, même avec Machiavel sur la raison d'État, et puis Kissinger aussi sur la réelle politique. Bref, Macron, qui est un homme d'État rationnel, donc a bien senti qu'il était temps
de revenir, n'est-ce pas, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, pour essayer de corriger quelque peu la trajectoire. D'autant plus que, de manière concurrente, il y a également un ministre des Relations extérieures, celui de la Russie, qui également est en tournée africaine. Tout à fait. Donc, il arrivera au Cameroun. Voilà, autant de choses qui font que, eh bien, le président Macron était bien obligé de revenir et essayer, tout au moins, d'inverser la tendance, si c'était possible. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là, dans ces doubles perspectives qu'on peut classer. Voilà. Maintenant, lorsqu'on pour chuter, merci. Mais lorsqu'on regarde le déroulé et puis la fin, on peut effectivement se rendre compte que, eh bien, le président Macron, qui est plutôt critique, non seulement vis-à-vis de la Russie, mais aussi des pays africains qu'il a d'ailleurs qualifiés d'hypocrites. C'est autant d'indicateurs qui, effectivement, peuvent faire peut-être sentir ou alors supposer que, eh bien, le président Macron n'a pas arrêtons-nous trouvé, sur ce vocable-là, oui. Macron de manière officielle. Oui. Qui utilise l'hypocrisie en parlant des pays africains sur le plan diplomatique. Est-ce que Macron n'a pas beaucoup de choses à revoir? Mais absolument. Et d'ailleurs, la leçon de diplomatie, c'est celle du Cameroun à la France, notamment le président Paul Biya, à son homologue jeune, homologue Macron. Parce que les principes de la diplomatie, tels qu'ils sont d'ailleurs consacrés dans la Convention de Vienne 1961, eh bien, le premier principe, c'est la réciprocité, le deuxième, c'est la courtoisie. C'est-à-dire que la courtoisie est un principe diplomatique. Et il y a un langage diplomatique, il y a une tradition diplomatique qui fait que, eh bien, il y a un respect, non seulement des personnes, mais également des institutions. Donc, on ne s'adresse pas en langage diplomatique de manière aussi verte, et on met les formes. Et en cela, je pense aussi que cette visite va ramener, n'est-ce pas, une certaine, permettrait l'expression, peut-être pas équilibre, puisque là on parlerait de puissance, mais tout au moins un retour au classicisme, à une certaine civilisation des mœurs diplomatiques, si vous me passez l'expression, entre les deux pays, et va également démontrer que non, la posture du Cameroun en termes de politique étrangère, qui est celle du multilatéralisme et de la défense de sa souveraineté, donc de ses intérêts, désormais, peut-être plus que par le passé, va prévaloir dans les relations non seulement diplomatiques bilatérales, mais également dans les relations multilatérales. Merci, docteur, pour cet éclairage. Professeur Christian Tchala, l'on avait annoncé, selon certaines sources d'information, que le président Macron rencontrerait une certaine classe d'opposants dans notre pays. Nous avons constaté que Macron, entre guillemets, a techniquement esquivé les opposants camerounais. Est-ce qu'il faudrait également faire une lecture historique d'un tel acte? Pourquoi Macron n'a pas rencontré quelques opposants camerounais tels qu'annoncés? Oui, pas seulement historique. Il faut déjà se dire que c'était une rencontre au sommet. Une rencontre au sommet, ça veut dire que les deux chefs d'État, d'après les déclarations publiques, ont exprimé la volonté de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux pays. Et n'oublions pas que, bon, c'est vrai, ils ont fait le tour d'horizon sur l'actualité nationale des deux pays et l'actualité internationale. Ils ont évoqué, ils ont décidé de poursuivre la coopération pour ce qui est l'agriculture, l'industrie, les infrastructures, formation, le numérique, l'encadrement de la jeunesse. Donc c'était ça les axes. Maintenant, le président français ou alors les leaders des partis politiques camerounais ont exprimé la volonté de rencontrer Emmanuel Macron. Est-ce que dans les usages diplomatiques, vous imaginez le président Paul Biya en France, au cours d'une visite au sommet officiel, aller rencontrer Marine Le Pen? Donc il y a des attitudes, il y a des us et des usages diplomatiques. Encore que, je crois que le Cameroun, qui est reconnu comme un pays qui a une personnalité sur le plan diplomatique, a dû donner le ton en donnant une nouvelle, en protestant énergiquement contre pareille attitude. Encore que les relations internationales, il y a eu une évolution. L'Afrique est en train de s'émanciper. Donc on parle de moins en moins de précarés français. On parle de moins en moins d'élèves. Maintenant, je crois qu'il y a un équilibre, une certaine maturité qui est en train de prendre corps. Encore que c'est un Emmanuel Macron diminué politiquement, donc mal élu, qui arrive au Cameroun.
C'est un Emmanuel Macron dont le pays est fortement touché par la crise et qui a besoin de l'Afrique pour se faire des provisions. C'est un Emmanuel Macron qui appartient à l'OTAN, qui appartient à l'Union européenne. L'OTAN et l'Union européenne qui sont en train de subir la dictature, pas la dictature, qui sont en train de subir les affres de la Russie aujourd'hui. C'est donc un Emmanuel Macron qui a déjà été chassé du Mali. C'est un Emmanuel Macron qui est en difficulté en Algérie. C'est un Emmanuel Macron qui est en difficulté en Centrafrique. C'est donc un Emmanuel Macron qui est fortement diminué, qui est conscient que le Cameroun en Afrique centrale est une plaque essentielle. Est un géant. Parce que quand vous, au-delà de ce statut de géant, quand vous regardez bien la carte de l'Afrique, vous constatez que le Cameroun est le seul pays sur le plan géostratégique qui est limitrophe à tous les autres pays de l'Afrique centrale. Donc si vous avez le Cameroun, vous pouvez avoir accès à tous les autres pays de l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale est la seule sous-région sur le plan géostratégique qui est limitrophe à toutes les autres sous-régions. Si vous avez le Cameroun, vous avez l'Afrique centrale. Et si vous avez l'Afrique centrale, vous avez l'Afrique. Or, au moment où nous parlons, nous sommes en train d'assister à une nouvelle vague d'impérialisme. Cette vague d'impérialisme n'a rien de commun avec ce qui s'est passé peu après la fin de la traite négrière. C'est une vague d'impérialisme où le continent convoité, les habitants du continent convoité ont un mot à dire. Donc, de mon point de vue, il allait être maladroit d'insister à rencontrer le leader du parti de mon voisin de droite et les autres. Je présume qu'ils ont été un peu déçus. Ils ont été un peu déçus, mais dites-vous que c'est des hommes politiques qui savent parfois qu'en demandant telle chose, on risque de ne pas obtenir. Donc voilà les éléments. Et pour moi, rien de surprenant que le président Macron soit reparti très tôt. Ça ressemble à l'histoire d'un homme qui va chez une jeune fille pour y passer le week-end. Et puis qu'on lui dise que non, vous ne partirez, vous ne resterez pas avec notre fille. Donc c'est dans ce contexte qu'il est. C'est dans ce contexte. Et rien de surprenant aussi qu'il soit parti du palais, d'abord pour le quartier, et maintenant rentré sans dire au revoir. Maître Sac, selon le professeur Christian Tchala, Macron est parti sans dire au revoir. Mais non, moi je pense qu'il faut relativiser tout de même. Il faut savoir que, comme le professeur l'a dit, c'était une rencontre au sommet. Tout à fait. Ce qui s'est dit entre deux chefs d'État n'est pas toujours laissé à la portée de tout le monde. Et il faut savoir que c'est depuis 1918 que la France entretient des relations avec le Cameroun. C'est-à-dire que lorsque, après la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale, la France a reçu le Cameroun selon un mandat de la SDN. Et puis après, le Cameroun qui était une colonie allemande à ce moment-là, la France a assuré l'exploitation du Cameroun sur la tutelle des Nations Unies. Donc, depuis que le Cameroun est indépendant, les relations entre le Cameroun et la France sont de très très bonnes relations, comme vous disiez maintenant du précaré. Nous avons eu au Cameroun, je crois pas moins de peut-être 5 ou 6 visites des chefs d'État français. Depuis que je suis en âge de raison, j'ai vu quand même défiler plusieurs chefs d'État. Le seul que je n'ai pas vu arriver ici, c'est Sarkozy. C'est Sarkozy. Le président Hollande ne voulait pas y arriver, mais il est arrivé quand même. Et puis, donc je pense que le président Macron est venu selon le programme officiel pour redynamiser ces relations qui existent depuis longtemps. Sur tous les domaines. Donc on ne dira pas que ça a été une visite pour rien. On ne peut pas dire que ce soit une visite pour rien. Parce que la restitution d'une visite d'État appartient d'abord aux hommes d'État. Et d'abord aux hommes d'État au sommet de l'État. Donc on ne peut pas dire que ce soit une visite pour rien. Maintenant, nous on peut apprécier les faits et gestes. On peut apprécier par exemple le langage discourtois ou tout simplement la façon d'être d'un chef d'État. Mais je pense, pour mon sens, que connaissant le président Macron, d'ailleurs il est critiqué en France pour ses égards de langage, il est critiqué pour comment cette grandiloquence qu'il affiche toujours à l'égard des autres. Et c'est cela qu'on l'appelle d'ailleurs, on l'a appelé depuis le début, qu'il était le président
de la finance, de la haute finance, qu'il n'était pas le président du français, normalement, et qu'il ne rime pas pour les intérêts il ne rime pas pour les intérêts de la France. Mais je pense qu'il n'est pas venu pour rien. Sa visite annoncée pour 3 jours s'est achevée. Mais je pense que si on regarde également dans les almanachs, on constate qu'avant qu'il arrive, il était déjà prévu qu'il rentrerait à ce jour-là à 22h. Merci, Maître Sachs. C'est ce qu'il fallait dire pour cette mise en bouche concernant justement la visite du président français en terre camerounaise. Une transition. Maître Nouga, c'est la toute première fois, si mes souvenirs sont exacts, qu'on a vu le président Paul Biya parler de sa probable succession, de l'éventualité d'une alternance au sommet de l'État. Et c'était toujours par rapport à cette visite du président français en terre camerounaise. Le président Paul Biya s'est donc exprimé sur cette élection présidentielle de 2025. Avez-vous l'impression que le président Paul Biya a été clair dans sa réponse, ou alors il a continué à jouer au chat et à la souris? Non, mais écoutez, pour moi, il a été clair. Il a été qu'il finira son mandat dans 3 ans, ou peut-être dans 4 ans. Il l'a dit. Maintenant, c'est à la fin de ce mandat qu'il décidera, quand il aura, je pense, 91 ou 90 ans, s'il se présente encore. Lorsqu'il a 92. 92. Donc, je pense qu'il a et clairement... Moi, j'ai entendu en réalité qu'il ne se représentera plus. Ah bon? Je l'ai entendu de 2 manières. D'abord parce qu'il n'a pas encore décidé de se représenter. Et ensuite, par l'homme que nous avons vu. On a vu un homme qui est marqué par le poids des années. Et qui aura encore plus de difficultés dans 4 ans à faire les exercices comme l'exercice de l'interview qu'il a donné. C'est pour ça que... Une interview debout. Oui, une interview debout. Je pense qu'il aura plus de mal à cette époque de le faire. Et puis, si on s'en tient au caractère ou aux habitudes anecdotiques de l'homme, et pour ceux qui ont analysé quand on avait annoncé son décès il y a, je crois, une vingtaine d'années, ils peuvent aussi comprendre que nous sommes en train d'atteindre cette vingtaine d'années. Effectivement, lorsque le président Paul Biya, je vous relance, Maître Nouga, nous amène d'abord à cet exercice de mathématiques, 7 moins 4 moins 3, et lorsqu'il chute en disant, par exemple, que c'est au terme de ce mandat qu'il verra s'il se représente, ou alors s'il va au village. Est-ce que le président Paul Biya, de manière subtile, ne fait déjà pas comprendre d'une manière ou d'une autre, il est en train de partir? Moi j'ai compris les choses comme ça. Je l'ai compris par analyse, mais également par le visuel que j'ai... Vous avez analysé le visuel, vous avez analysé la gestuelle. La gestuelle. Le président n'a pas fait semblant d'être en forme. Il n'a pas triché sur son état physique. Il n'a pas... Et je pense que c'est à son habitude. Je pense même que il s'est mis volontairement debout parce qu'il aurait pu obtenir une interview assis. Bien sûr. Alors, il s'est mis volontairement debout pour nous dire, écoutez, messieurs, je suis encore debout. Seulement, je verrai d'ici 2-3 ans si je vais plutôt aller au village, me reposer. Je pense pour moi qu'il est question de constater en réalité que le président nous a dit qu'il ne sera pas là et qu'il faut commencer, tout le Camerounais doivent commencer à préparer en réalité l'alternance. Très bien. Et cette alternance, vous chutez, maître, il faut le dire, le président l'a également indiqué, elle sera démocratique. Parce qu'elle est attachée à la constitution qu'il a visée expressément et au mandat qu'il a vidé. Il n'est pas question que cet alternance passe par ce que certains ont appelé le gré à gré. On a beau dire, on a beau voir aussi quand même quelques images. Je voudrais dire ici que le Cameroun n'est pas le Tchad. Et il faut le dire à l'attention du président français. Le Cameroun n'est pas le Tchad, le Cameroun n'est pas le Gabon. Vous menacez le président français? Non, mais je ne le menace pas, je lui dis ce que je pense de cette situation. Le Cameroun n'est pas non plus le Togo.
Donc, s'il veut vraiment... Surtout qu'on a vu votre président de parti, hein, Cabral Libye, mettre certaines personnes en garde. Ah oui, mais si jamais il y avait ce que vous avez appelé la logringuerie. Oui, mais ça c'est clair qu'il faut que les Camerounais s'apprêtent à procéder à une alternance démocratique. C'est pour ça que nous appelons en permanence à l'inscription sur les listes électorales. Il faut qu'on s'inscrive, parce que le moment venu, il faut être prêt à aller aux élections. Très bien, c'est compris. Docteur Aoumou, lorsqu'on a presque 90 ans, pratiquement 40 ans au pouvoir, et lorsqu'il vous reste encore 3 ans à passer à la tête d'un État, est-ce que de manière logique, il ne faut justement pas voir les choses en termes de céder le passage? Encore que ça dépend de la logique. De quelle logique parlons-nous? En parlant de logique, j'ai énuméré quelques statistiques. Oui, vous presque savez, 90 ans, presque 40 ans au pouvoir. Je pense que c'est la voie de la légalité qui, jusqu'ici, autant qu'on se souvienne, qui a présidé, n'est-ce pas, on va dire, aux destinées politique dans notre pays, jusqu'ici. C'est-à-dire que même lorsqu'il a fallu faire, entre guillemets, ce qu'on appelle, d'aucuns appellent le gré à gré, cela a tout au moins été sous le couvert. Voilà. Donc, et c'est pour cela que, écoute, je ne peux pas donner une réponse lapidaire. Non, d'ailleurs, là, je ne peux pas être... non plus un frein si ce n'est pas si c'est juridiquement encadré. Nous avons d'autres cas. Je crois qu'il y a un candidat de 96 ans qui aurait... c'est juste pour vous dire que c'est possible. Tout est possible. On sait que c'est juridiquement encadré. Donc c'est encadré, voilà. Donc, on sait que c'est juridiquement encadré. Mais vous-même, je vais voir l'avis de l'analyste. C'est ce que je suis en train de faire. Je veux savoir si à 92 ans, notre président pourrait encore se présenter. On peut voir cette alternative, cette éventualité? Mais bien sûr, pourquoi pas? Ah bon? Mais je vous dis qu'il y a un candidat de 96 ans, lui n'aura que 92. Mais là n'est pas la question. Oui. La question est justement de savoir si à ce moment-là, parce que moi je reviens au contexte. Allez-y. À ce moment-là, est-ce que c'était à cet instant qu'il fallait poser cette question au président? Nous sommes dans une relation, dans un contexte diplomatique. On se serait... sur le plan diplomatique. Mais bien sûr, c'est une erreur. Et d'ailleurs, qui s'est répété, c'est de l'ingérence. Je vous amène à faire une lecture encore au niveau justement de ce qui s'est passé. Ce n'était pas le lieu. Le président, certains estiment qu'il a fait semblant de ne pas avoir bien suivi la question de la journaliste. Entre-temps, rapidement, le président Emmanuel Macron prend la parole et lui pose la question de manière encore plus directe. Bien sûr. Le président a vraiment voulu que ce soit le président Macron qui pose la question, apparemment. Au-delà même du président Macron, le président ne voulait pas répondre à cette question. C'est clair, ce n'est pas le lieu. Regardez un peu, et c'est là le problème des Occidentaux qui ont toujours pensé qu'il fallait donner des leçons de démocratie à l'Afrique, etc. D'ailleurs, même à une certaine époque, ils en ont fait une condition pour l'aide et pour l'accompagnement au développement. Mais non, les BRICS aujourd'hui, qui sont les nouveaux pays émergents, nous ont démontré que non, la démocratie n'est pas le seul modèle qui soit efficace pour sortir un pays de l'ornière. Chaque pays, en fonction de ses spécificités, d'une certaine réalité dont la mondialisation peut profiter des opportunités, n'est-ce pas, pour se développer. La Chine, je sais pas, le Brésil, etc., tous ces pays-là, ce n'est pas sur le modèle européen occidental. Donc, et à chaque fois qu'il y a eu un président, quelqu'un l'a dit ici, il y a eu plusieurs présidents, mais depuis un certain temps, chaque fois qu'un président français vient au Cameroun, la question lui est posée. Non seulement... La question sur l'alternance. Voilà. Non, il y a un principe. Voilà. C'est un principe, encore une fois, des relations internationales. D'abord, il y a un principe, de droit constitutionnel qui est celui de la souveraineté. Je crois qu'il y a beaucoup de juristes sur le plateau. Mais à côté de ce principe, qui s'applique également aux relations internationales, il y a un principe de non-ingérence. Non, vraiment, ils n'ont rien à voir sur le processus politique, que ce soit d'alternance ou pas, comme la France
Vraiment, il serait malvenu pour le président camerounais d'aller dire aux Français ce qu'ils devraient faire, qui devrait se représenter ou non. Donc je pense que le contexte ne s'y prêtait pas du tout. Et d'ailleurs, le président de la République, un vieux sage africain, anthropologiquement, a bien démontré que vraiment, voilà, ça ne résonnait pas. Ça se voyait, c'est un peu son geste. Voilà. C'est vrai que c'est curieux. Il comprenait très bien les autres questions, mais celle-là, non, je ne voulais pas. C'était pour passer un message. Non, je n'ai pas à répondre à ce type de questions. Ce n'est ni le lieu, d'ailleurs, ni le moment. Le moment viendra où ces questions... On sera les premiers à être informés. Voilà. Et d'ailleurs, ils seront informés, mais ils ne sont même pas obligés, puisque en quoi, effectivement, ça les intéresserait. D'accord. Voilà. Donc, voilà la réponse que j'aurais pu... docteur. Oui, Maître Sam peut absolument réagir. Oui, je veux réagir parce que, connaissant les attitudes anecdotiques du chef de l'État, quand il a dit « je suis dans le bruit », je pense qu'il voulait effectivement, parce que la question était la question d'un journaliste, et il voulait effectivement savoir si c'est le chef de l'État français, si c'est la position française qui lui demande s'il va se représenter. C'est cela que lorsque la question lui est soufflée par le président Macron, il dit que vous pouvez être un très bon interprète. Exact. Ouais, moi, ce que j'avoue, parce que pour apprécier cette interview, je peux dire au moins sans flagornerie que j'ai vu un président debout, un autre chef d'État était debout, un chef d'État qui était dans l'exercice de ses fonctions, contrairement à ce que les réseaux sociaux ont laissé transparaître que bon non, il comprend plus rien, il ne lit pas, il ne signe pas ses décisions, ainsi de suite, il ne les relit pas. Nous avons vu un chef d'État debout et sur un long temps d'ailleurs, répondre à toutes les questions et sans y flancher. Merci. Alors, professeur Christian Tchala, la non-prononciation, entre guillemets, de manière claire, moi j'insiste quand même. Nous savons tous que le mandat du président court jusqu'en 2025, mais nous avons également vu ailleurs, dans certains pays, où des présidents avaient encore des mandats en cours, mais qui se levaient et disaient que moi, je ne serai plus candidat à la prochaine élection. Pourquoi le président Paul Biya apparemment a peur de le dire? Nous sommes à 3 ans de la fin de son mandat. Il peut peut-être commencer à nous dire maintenant que en 2025, je ne me présenterai pas. S'il refuse de nous dire, est-ce que c'est également une stratégie politique? Eh bien, je crois que c'est le président Paul Biya lui-même qui est bien placé pour répondre à cette question. Et d'ailleurs, tout le monde connaît sa maison. Mais vous avez quand même suivi la question. Oui, je vais y arriver. Tout le monde connaît sa maison. Et c'est un monsieur qui reçoit régulièrement. Il va jusqu'à recevoir des étrangers. Je suis donc sûr que si vous lui posez la question, il va vous apporter une réponse. Mais ce que moi je veux dire, c'est que chacun a son style. Est-ce que, en se prononçant clairement sur un dauphin, il ne va pas violer ses propres principes, puisqu'il avait dit que le Cameroun est un espace démocratique? Moi, je n'ai pas parlé de dauphinat. J'ai simplement dit, si le président, par exemple, nous dit que lui ne se présentera pas en 2025. Je vais y arriver. S'il dit qu'il ne se présentera pas, est-ce que ces troupes ne vont pas rentrer dans des croisades? Ce que je veux relever à la fin, c'est que l'élection présidentielle est un rendez-vous entre un homme et un peuple. Et dans ces conditions, chacun questionne d'abord sa popularité, ses moyens politiques et son état de santé. Je crois donc que c'est pour cela qu'il préfère attendre le moment venu, être capable de répondre à ces questions pour s'engager ou pas. Humblement, c'est ce que je pense. D'accord. Je vais prendre maintenant l'avis de Maître Nouga. Maître Nouga, depuis un certain temps, nous le lisons au niveau des réseaux sociaux. Nous avons même certains faits qui présenteraient déjà le fils du président de la République, Franck-Emmanuel Biya, comme étant le dauphin. Nous avons également vu, lors de la dernière visite de Macron au Cameroun, M. Franck-Emmanuel Biya serrer longuement la main du président français. Ils ont d'ailleurs causé pendant plusieurs minutes. Est-ce qu'il ne faut pas lire? Est-ce qu'il ne faut pas interpréter ces signes? Est-ce que c'est un acte anodin?
Oui, écoutez, absolument, c'est un acte qui ne peut pas être anodin. Je vous dis, du point de vue historique, la France est toujours intervenue dans la prise de pouvoir au Cameroun. Le premier ministre André-Marie Mbida a été placé par la colonisation, c'est-à-dire par les Français. Le président Ahidjo, pareil, a été placé par les colonialistes français. Et c'est lui qui a placé littéralement le président Biya. Donc, c'est une réalité historique qui ne doit pas passer inaperçue. Seulement, il faut dire que le peuple camerounais a toujours été opposé à ces interférences du colonialiste dans un premier temps et de l'État français ou des gouvernants français. Bon, mais le calme qui a été observé, il faut bien se dire que c'est un calme qui visait à retrouver la paix sociale sur l'ensemble du territoire et à espérer la réappropriation de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, nous en sommes à une phase où nous avons les compétences, nous avons toutes les possibilités de dire nos projets pour notre pays, et il faut clairement indiquer que dans cette démarche, on a vu Franck Biya, un homme d'affaires, certainement prospère. Il n'a jamais opiné sur les questions politiques, n'a jamais été présent sur les questions politiques. C'est certainement un bon citoyen, pour ceux qui l'observent, mais certainement pas un homme politique. Alors, sa présence, j'ai envie de dire actuelle, est absolument contraire aux volontés populaires. Comment toi tu le sais? Mais parce qu'il n'a jusqu'à présent rien offert au peuple camerounais. Est-ce que vous avez fait un sondage? Non, mais écoutez, c'est clair. Il n'a d'abord pas offert de travailler pour le peuple camerounais jusqu'à présent. Il n'a pas offert un projet social pour le peuple camerounais. Il n'a pas... Alors, cette attitude qui consisterait à jouir, je veux dire, du bénéfice d'une succession, j'ai envie de dire, de type héréditaire, d'ailleurs que son père a dénoncé. Parce que dans une interview, le président bien avec clairement dit que le terme dauphinat sonnait mal. Sonnait mal en démocratie. C'était sur France 24. Voilà, c'était sur France 24. Donc, cette attitude que certains Camerounais essaient de lever est absolument contraire aux volontés de notre peuple et à l'histoire même de notre peuple. C'est ça, à l'évolution politico-sociale du Cameroun en ce moment. Et qui élève ces attitudes? C'est des anciens du système qu'il faut changer, qui recrutent une certaine jeunesse pour leur faire parler pour le compte de Franck Biya. C'est pas Franck lui-même. C'est l'attitude. Mais entre-temps, entre-temps, pour vous relancer, maître, Franck lui-même aussi n'a jamais démenti. Franck n'a jamais fait une sortie pour dire que je me désolidarise. C'est pour ça que je dis que son attitude, c'est pour ça que je dis que son attitude est dangereuse. Parce que justement, peut-être qu'il est à l'école de son papa, on a l'impression justement qu'il se met à la disposition de groupes d'intérêt qu'il pense pouvoir, le moment venu, manipuler l'électorat et manipuler l'opinion publique. C'est une attitude dangereuse qui va faire naître des attitudes bellicistes. Quels que soient les cas, et je le dis aujourd'hui, notez ce jour, si Franck Biya arrive en l'état au pouvoir dans 4 ans, le Cameroun va souffrir de beaucoup de belligérance. Mais maître Nouga, vous ne parlez pas au nom du peuple. Je ne parle pas au nom du peuple, c'est une question d'analyse. Parce qu'on aura pris un homme que personne ne connaît. Non, vous ne connaissez pas, mais les gens le connaissent. Puisqu'il ne parle pas. Il va certainement parler. Je le connais certainement, je connais Franck, depuis vote, je le voyais. Je le connais, c'est un garçon admirable. Mais du point de vue politique, il n'a jamais offert au peuple quelque chose à consommer. Merci. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne le connaît pas.
il n'a pas le temps de devenir un leader politique on vous en 2025 parce que le temps est trop court. C'est pour ça que je dis que son arrivée au pouvoir, sans aucune expérience parlementaire, aucune expérience communale, aucune expérience politique, est dangereuse, je veux finir ça, est dangereuse pour la paix sociale. Merci. Vous n'êtes pas loin des paroles de votre leader. Alors, avant de passer la parole au politologue, je porte quand même une idéologie. Avant de passer la parole au politologue pour une analyse pure et plus dure, entre guillemets, je passe la parole à l'autre avocat. Alors, votre confrère estime que vraiment, si Franck se présente pour cette affaire en 2025, le peuple camerounais ne sera pas d'accord. Vous êtes c'est votre avis, c'est votre regard? Je voudrais nuancer. Je voudrais nuancer parce que... Vous qui faites aussi partie du peuple. Oui, parce que Maître Nouga n'est pas seul. Oui. Je voudrais nuancer parce que d'abord, vous savez qu'il y a deux écoles en politique, en sciences politiques. Ceux qui pensent que la politique c'est un métier et ceux qui pensent que la politique effectivement c'est une opportunité. Donc, je parle pas parlant de Monsieur Franck-Emmanuel Biya, et je ne parle pas de lui en termes d'opportuniste. Je dis, comme le professeur Tchalala dit tout à l'heure, que la démocratie, surtout l'élection, c'est la rencontre d'un peuple, du peuple avec l'homme. Il y a un dialogue qui se fait. Si Franck Biya se présente, d'abord, la première chose qu'il faut se dire, est-ce qu'il n'est pas camerounais? Est-ce qu'il ne respecte, il ne remplit pas les critères constitutionnels pour être le candidat? Alors, s'il remplit ces critères et qu'il est candidat, et non pas dauphin, candidat, cela signifie il participe dans le jeu démocratique, il se soumet au suffrage du peuple, il se soumet à la sanction du peuple, et s'il est élu par ce peuple, en quoi est-ce qu'il serait dangereux? En quoi est-ce qu'il serait dangereux? Je pense que on a eu des guerres qui se sont faites, par exemple en Libye ou en Irak, ainsi de suite, où on dit non, on ne veut pas, si telle part, on ne veut pas que quelqu'un de son appareil soit candidat. Mais non, tout le monde est potentiellement candidat. Mon confrère est potentiellement candidat. Il a la possibilité d'être candidat. Franck-Emmanuel a la possibilité d'être candidat. Et s'il est élu, et c'est pour cela que je pense que lorsque le chef de l'État dit France 24, le Dauphinat, ça sonne mal en politique, cela signifie, ça sonne mal en démocratie, cela signifie en réalité, même si Jadot est un candidat, il passera par la voie d'usure. Mais je suis d'accord. Oui, mais je voudrais allez-y. En réalité, je suis tout à fait d'accord que Franck Biya, en l'état, en tout cas de mes connaissances, il a le droit d'être candidat. Ça, il faut qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Mais de la même manière que nous portons des jugements sur les candidatures connues, par exemple le candidat même du président de la République, nous devons pouvoir porter un jugement également sur sa candidature. Nous disons que le président de la République, à l'heure actuelle, en raison de son âge, il n'aura peut-être plus les capacités et qu'il sera un mauvais dirigeant, par exemple. De la même manière, nous avons le droit, surtout nous qui sommes des acteurs politiques, d'indiquer à notre peuple de faire très attention à se laisser manipuler par des groupes d'intérêt. Et il est question justement ici de s'assurer que Franck, qui se fait remarquer par le silence, c'est-à-dire par aucune offre politique 3 ans avant les élections. 3 ans avant, il n'a rien offert au peuple camerounais. Il est question que nous disions à notre peuple qu'un tel candidat sera nécessairement un candidat manipulé par des groupes d'intérêt et qui ne sont pas des groupes qui ne sont pas du peuple. C'est ce que je dis. C'est compris. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit. Il a le droit de se poser candidat. Mais j'annonce que il ne sera pas pour les Camerounais. On vous a bien compris, Maître Nouga. Je passe la parole à la lecture. Bien sûr, mais comme je suis Camerounais, je juge. S'il vous plaît, permettez-moi de poser la question à Dr Aoumou. Dr Aoumou, certains analystes estiment également qu'au regard de ce qui se passe, à la lecture de ce que nous voyons, le président Paul Biya serait à son habitude, de manière très subtile, en train de préparer son fils, Franck, pour prendre cette affaire en 2025.
Ce ne sont que des supputations, ou bien nous faisons des procès en sorcellerie au président Paul Biya. Mais ça y ressemble. Tout au moins, ça y ressemble. Parce qu'à aucun moment, moi je n'ai pas encore... Enfin, vous savez, je ne suis qu'un observateur putatif et d'ailleurs peut-être lointain. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais... Je vous donne quelques indications. Hein. Oui. On a vu le président, j'ai failli même l'appeler président, on a vu M. Franck Biya déjà aller à Fombal pour rencontrer le sultan. Oui. Et on a vu avec quel égard il a été reçu sur le sultan. On a vu la place qu'occupait Franck Biya lors de la visite d'Emmanuel Macron récemment au Cameroun. On voit également ce que l'on appelle depuis un certain temps les franquistes sont en train de faire au niveau de la scène publique. Oui. Ce ne sont pas des indicateurs en sens politique. Vous savez, c'est un peu plus complexe que cela. D'ailleurs, première des choses, on ne peut pas disqualifier, n'est-ce pas, la candidature de et puis Monsieur Franck Biya bénéficie de quelque chose qu'on appelle le capital social. C'est Bourdieu qui le dit, qui peut se transformer en capital politique. Oui. Donc c'est indéniable. Mais 3 ans avant, c'est pas encore. Oui, et vous savez, M. Macron, qui est aujourd'hui président, 6 mois avant... C'était pas dit. Personne ne le voit. Ben voilà. Donc, vous voyez la temporalité... Bon, maintenant, vous voyez bien que la temporalité, elle peut être élastique. Donc, clairement, je pense que sur le plan du droit, M. Franck Biya, jusqu'à preuve du contraire, voilà, il peut être candidat à rien. D'ailleurs, je crois que les juristes ici l'ont admis. Mais maintenant, sur le plan politique, il bénéficie d'un capital social qui peut être transformé en capital politique de par sa proximité. Vous pensez que ça peut aussi se transformer en capital sympathie? Ah, si ce n'est pas déjà le cas. Ah, d'accord. Si ce n'est pas déjà le cas, donc... Le n'est pas d'accord. Il a le droit, justement. Il a le droit de ne pas être d'accord. Mais si je peux terminer... Alors, je voudrais simplement dire que de plus en plus, il y a une complexité qui... procède de l'accession au pouvoir suprême. Pas seulement chez nous, mais même dans les vieilles démocraties. Quand on voit comment les derniers présidents sont élus, eh bien, il y a d'autres ressorts, il y a d'autres réalités qui font que ce n'est plus un processus linéaire, c'est-à-dire lisible à distance de manière presque prophétique. Ce n'est plus tout à fait possible. Et en cela, il y a aussi une réalité. On a cité plusieurs pays africains où on a vu, n'est-ce pas, un fils de président prendre, entre guillemets, sa succession. Peut-être que cela procède aussi d'un besoin de stabilité de ces pays-là. Vous savez, sans prendre position, je suis là. Pas, vous pouvez. Voilà, sans prendre position. D'ailleurs, je suis pas là pour prendre position, mais pour donner une analyse. Je me dis, oui, vous savez, contrairement à ce que j'ai déjà parlé ici, j'ai déjà mis des réserves sur la démocratie à l'occidentale, mais même en Europe, vous savez bien que le régime le plus courant, c'est encore la monarchie. Quand vous comptez État par État. Alors, comment comprendre que des pays qui se disent aussi avancés restent attachés à la monarchie, à des traditions qui sont séculaires et qui ne sont peut-être pas conformes à l'image qu'on veut nous donner. Nos pays ont besoin, n'est-ce pas, de stabilité. Déjà pour asseoir leur unité. Les unités sont fragiles. En plus, on a tous des problèmes de développement. Alors, si il est admis que la stabilité politique peut servir au développement, pourquoi pas? Mais encore une fois, sur le plan du droit, et même sur le plan politique, il n'y a vraiment aucune réserve à ce que un candidat, fût-il M. Franck Biya, qui réunit toutes les conditions légales, même à titre individuel, il peut se présenter comme candidat. Tout à fait. Et pourquoi pas? Ce sera, comme quelqu'un l'a déjà dit, le peuple lui seul, lors de cette rencontre dont parlait le professeur Tchalla, qui décidera si oui ou non il est élu à la magistrature suprême. Merci, docteur Oumou. Professeur Christian Tchalla. Face à cette actualité, j'ai failli dire cette forte actualité concernant l'alternance à la tête de l'État, probablement en 2025, comment vous jugez l'attitude de l'opposition au Cameroun?
Il n'est pas interdit que vous disiez aussi M. Franck, hein, si vous voulez. Justement, vous avez relevé tout à l'heure qu'il a été bien reçu à Fouban. En grande pompe. Oui, je suis tenté de poser une question. Et si le nouveau sultan était son ami, pourquoi est-ce qu'il ne recevrait pas... Il pouvait être reçu en ami et peut-être dans les parois le même Vous avez aussi relevé qu'il était à côté de son père. Pendant la visite d'Emmanuel Macron. Ce qu'on n'a jamais vu. Et s'il était conseiller spécial, pourquoi est-ce que le conseiller spécial resterait loin de quelqu'un à qui il est chargé de donner des... Il n'est pas conseiller spécial. Mais il y a un autre élément aussi, c'est que pendant cette visite, certains individus qui se réclament franquistes ont été interpellés. Les banderoles ont été démontées. Est-ce que cela n'est pas un fait? C'était à la demande de qui? Voilà. Donc il faudrait aussi se poser cette question avant de prendre position. Bon, maintenant, pour revenir à votre question, l'alternance, comment est-ce que je vois l'alternance en 2025? D'abord, qu'est-ce que l'alternance? Dans ces conditions, on peut définir l'alternance comme un changement de cap à la tête d'un État. Un changement d'orientation politique. La question qu'on peut donc se poser, si le président Biya succède au président Biya, est-ce qu'il y aura un changement politique? Est-ce qu'il y aura un changement de cap? Est-ce qu'il y aura alternance? Si à cette période-là, le contexte lui permet d'avoir encore rendez-vous avec son peuple, pourquoi penser forcément à l'alternance? On peut aussi se demander si le RDPC présente un candidat qui assure la continuité, est-ce qu'il y aura alternance? Maintenant, revenir directement à votre question, quelle est l'attitude de l'opposition camerounaise? L'opposition camerounaise est en perte de vitesse. Ah bon? Oui. Pas seulement de son fait, mais aussi du fait du comportement de certains administrateurs civils, les autorités administratives, qui ne permettent pas véritablement à l'opposition de s'exprimer, de faire évoluer le jeu démocratique. Voilà ce que vous pensez. Merci. Je vous suggère de marquer une autre transition du côté de la régie. Bon retour sur ce plateau de libre expression. C'est tous les dimanches sur Info TV de 11h30 à 13h30. Nous revenons sur les faits saillants de l'actualité qui auront marqué la semaine. Et parlant justement de ces faits saillants qui ont marqué la semaine au Cameroun, nous avons eu la libération vendredi dernier de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, de l'ancien directeur général de la Camwater, le docteur Basil Atangana Kuna. Sur ce plateau, nous avons donc des hommes de droit, nous avons des hommes politiques, nous avons des historiens. On va consacrer ces 56 minutes qui nous restent à parler de cette forte actualité au Cameroun. Je vais d'abord passer la parole à Maître Luc Sac, Maître Basil Atangana Kuna, désormais libre après un peu plus de 4 ans de détention. La question est simple. Le droit a-t-il été dit? Oui, 4 ans, 4 mois, 6 jours exactement. Le droit a été dit. Parce que on dit le respect des textes qu'on s'est librement fixés est liberté. liberté. Est-ce que les textes ont été respectés? Scrupuleusement, oui. Donc le droit a été dit. La question, le droit a été dit. C'est bon. Je passe la parole à l'autre avocat. Alors, Maître Nouga, je ne trahis pas un secret. Vous le faites d'ailleurs souvent de manière officielle et de manière magistrale. Il vous est arrivé, et pour l'instant c'est encore le cas, que vous défendiez ce que nous avons appelé au Cameroun, entre guillemets, les détenus, les prisonniers de luxe. Basil Atangana Kuna a été libéré après avoir restitué ce que vous appelez là-bas en droit le corps du délit. On dira tout simplement chapeau à la justice camerounaise. Oh oui, écoutez, on peut le dire. En l'état actuel de notre législation, la justice a fait son rôle. Je vois
beaucoup de gens s'offusquent. Ils ont aussi raison de s'offusquer, mais la justice a joué son rôle légal. Seulement, et vous le savez, je suis parmi les avocats qui ont assez sévèrement critiqué la mise en place du TCS, qui, de mon humble avis, n'était pas rigoureusement conforme au principe d'égalité citoyenne posé par la Constitution. Et parce que on donnait l'opportunité aux plus grands criminels de s'en sortir par le remboursement volontaire de l'objet de leur crime, des sommes en matière de détournement de biens publics. On remboursait l'objet de détournement et puis on pouvait être libre. Ça encore, c'est un principe que je ne conteste pas en soi. Mais ce qui est rigoureusement contestable, c'est que ce n'est pas la justice seule qui examine cette action de remboursement et prend la décision de libérer. La loi dit celui qui rembourse peut être libéré. Article 18. L'intervention de l'exécutif dans ce domaine est absolument contraire à la Constitution qui assoit la séparation des pouvoirs en érigeant un pouvoir judiciaire, un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. Donc, dès lors que, malgré l'intention d'une personne poursuivie par la justice de rembourser et obtenir sa liberté, dès lors qu'il faut conditionner ce remboursement par la volonté d'un membre ou du pouvoir exécutif, de mon très humble avis, je dois dire, il y a une violation du principe de séparation des pouvoirs. Il y a autre chose. Tout le monde n'a pas cette possibilité, après avoir commis un délit, de réparer et de bénéficier, si vous voulez, d'une exemption de la poursuite pénale. Parce qu'en réalité, c'est un principe qui pose le problème de l'égalité citoyenne, qui est également constitutionnel. Si on admet qu'après avoir commis un délit, c'est-à-dire porter atteinte à l'ordre social, on répare, eh bien, si je répare, eh bien, la justice peut me laisser. Mais qu'on l'admette de manière, j'ai envie de dire, unanime, qu'on l'admette pour tout le monde. Là, je vous pose une autre préoccupation, Maître Nouga. Est-ce que c'est pas nous-mêmes, le peuple, qui sont également, entre guillemets, responsables? Je m'explique. Puisque, à une certaine époque, avant la mise sur pied de cette TCS, ce tribunal criminel spécial, nous étions nombreux qui disions que ces gens qui sont en prison, ils sont présentés comme avoir détourné des centaines de milliards, et ainsi de suite. Le fait qu'ils soient en prison ne rapportait rien au peuple camerounais. Nous avons demandé que si ces gens pouvaient rembourser et sortir, ça ne générait pas. Mais vous comprenez. Maintenant, vous émettez encore quelques réserves. Oui, vous comprenez. Est-ce que le peuple ne dit pas une chose et son contraire? Non, vous comprenez bien ce que je veux dire. Oui. Le principe du remboursement, dès lors qu'il est admis, il faut qu'il soit appliqué conformément aux règles constitutionnelles. C'est-à-dire que celui qui a volé une montre au marché central, qu'il rembourse aussi et qu'on le laisse. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, vous pouvez même offrir de rembourser et qu'on refuse. Et qu'on ne décide pas d'accepter et qu'on vous laisse. Parce qu'il faut que le ministre de la Justice le demande au procureur général pour que cette demande soit examinée. C'est ça la question. Très bien. C'est-à-dire que nous battons pour que notre institution judiciaire garde toute sa crédibilité et qu'elle soit conforme à la Constitution afin qu'elle serve notre peuple. C'est compris. C'est ça la C'est question. compris, Maître Nouga. C'est vrai que ce ne rebondir. sera pas un ping-pong entre les deux. Je voudrais quand même rebondir parce que là-dessus. on n'est pas là pour le décor, en commun pour les historiens. Oui, Maître Sarr, vous voulez réagir face à ce que dit votre confrère? Je veux réagir. Je veux dire, Monsieur Haïssi, qu'il faut se départir des sentiments et lire les textes. L'arrêt des poursuites n'a pas été institué seulement au TCS.
avant l'avènement du texte du TCS, il y avait déjà l'arrêt des poursuites prévu par le Code de procédure pénale camerounais. À toutes les phases de la procédure, avant l'intervention d'un jugement, le procureur général peut demander l'arrêt des poursuites par écrit et verbalement, oralement. C'est écrit noir sur blanc dans le Code de procédure pénale, article 64. Le TCS, la loi spéciale instituant le TCS, a seulement ramené cela. Mais en instituant, et c'est ce que j'appelle des confrères, et notamment tous les juristes à comprendre, c'est que la restitution du corps du délit n'est pas l'affirmation de la commission d'un crime. C'est un moyen de défense. Ah bon? C'est un moyen de défense. C'est-à-dire que, d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai lu un article dans les réseaux sociaux de confrère Maître Ntimani Adouala, et qui est un excellent article, lorsque vous remboursez le corps du délit, comme moyen de défense, vous êtes présumé innocent. Vous n'avez rien fait. Qu'on continue de dire, non, quelqu'un a fait un crime, on a fait ceci. Non. C'est une mauvaise manière d'exposer comme juriste. Et lorsqu'on voit dans les réseaux sociaux dire, bon, on va marcher parce qu'on n'a pas libéré tel, on n'a pas libéré tel, non. Est-ce qu'ils ont exprimé, est-ce qu'ils ont utilisé cette voie? Est-ce qu'ils ont remboursé intégralement? Rembourser, parce que le terme remboursement est mal employé. C'est pour cela que les Anglais n'appellent pas ça remboursement. Dans la version anglaise, ça ne s'appelle pas remboursement ou restitution. C'est un moyen de défense, c'est une modalité de se défendre. Je dis, ok, vous allez m'imputer quoi? Bon, vous m'imputez 100 000, si j'ai 100 000, je paye. En fait, je vous donne, pourvu que je retrouve ma liberté. Parce que vous avez peur de moisir en prison. Parce que effectivement, je suis face à un appareil qu'on appelle le tribunal criminel spécial. Oui. Et je suis face à un appareil, je suis face je peux être face à des incompréhensions parce que je ne viens pas sur ce plateau pour plaider mon dossier. Non, puisque je l'aurais fait depuis. Non, vous l'avez bien fait. Hein, voilà, c'est avant. Je l'ai vous savez que si vous êtes poursuivi pour violation du code des marchés, cela ne signifie pas que vous avez détourné. Cela signifie, on vous dit, tel contrat que vous avez... Il y a des fautes de gestion, par exemple. Voilà, c'est une faute de gestion. Ça peut être conçu comme faute de gestion. Tel contrat que vous avez fait signer à telle entreprise, cette entreprise a traité ce contrat avec une autre entreprise et vous n'avez pas dénoncé. Est-ce que les travaux sont faits? Oui. Est-ce que les travaux sont réceptionnés à 100%? Oui. Est-ce qu'ils sont très bons et très bien faits? Oui. Mais on vous dit, c'est une violation du code du marché. Ça s'assimile à un détournement de deniers publics. Vous comprenez? Cela ne signifie pas que vous êtes accaparé. L'opinion le comprenne. Oui, vous avez il faut que Christian Tchala procès. Vous avez par exemple fait une réforme de voitures au profit. Une réforme de voitures au profit du personnel de l'entreprise. Et ce personnel utilise comme faute de gestion. On vous dit qu'il fallait passer par le MINCAF pour faire la réforme. Mais ce n'est pas un détournement. C'est un détournement. En fait, c'est une faute de gestion, mais dans le cadre du TCS, c'est un détournement des biens publics. Très bien. Professeur Christian Tchala, petit débat peut-être qu'ils peuvent aider à répondre à cette question. Est-ce que le ministre de la Justice, membre du pouvoir exécutif, intervient dans cette procédure? C'est ça mon questionnement. Oui, mais est-ce que cette intervention est conforme à l'esprit de la Constitution? Et c'est ça le questionnement qu'il ne faut pas détourner, parce que lorsqu'il dit que nous utilisons les émotions, c'est ça qui m'a obligé à réagir. Il ne s'agit pas d'émotion. Il s'agit d'une réalité procédurale et qui envisage des réformes, qui envoie la défense d'un dossier que vous faites là. C'est autre chose. Je l'ai fait avant. Non, mais c'est ça, c'est autre chose.
nous pensons qu'il faut envisager de réformer on va que cette modalité de poser la question soit plus conforme à l'ordre constitutionnel. On va poser la question au professeur Christian Tchala. Professeur Christian Tchala, on a suivi les avis de nos avocats sur le plateau, mais le fait est là. Le ministre Dr Basil Atanganakuna est libre depuis vendredi. J'ai même des informations qu'il dort paisiblement depuis 2 jours. Quel est votre regard sur cette liberté qui a été octroyée à M. Atanganakuna? Oui, la première chose que je vais dire, c'est que Maître l'a relevé tout à l'heure. Maître Sac, oui. L'article 64 du Code de procédure prévoit l'arrêt des poursuites par le procureur général. Cela peut être à la suite d'une demande écrite ou verbale. Il y a aussi l'article 18 du TCS qui prévoit l'arrêt des procédures. Et cet article prévoit que cette procédure peut être arrêtée si le corps du délit est restitué à la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ça veut donc dire que cet article, même s'il y a violation de la loi, consacre cette violation de la Constitution. Les efforts que les avocats ont fait, c'est de se battre de manière à ce que les articles qui sont mis en vigueur soient en étroite ligne, aillent dans le même sens que ce que recommande la Constitution. Et je crois que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître ce genre de... Bon, je ne sais donc pas pourquoi Maître Nouga. Non, c'est pas nous. Où est-ce qu'on a violé la loi sur la Constitution? Mais lorsqu'on regarde aussi, lorsqu'on lit aussi attentivement notre Constitution, on se rend compte que le président de la République est président du Conseil supérieur. Et c'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution qui le dit aussi. On ne peut donc pas établir une frontière tranchée entre l'exécutif et le judiciaire. Voilà. Pour cela, je pense qu'il faut appliquer les lois qui sont en vigueur. Et même si elles sont mauvaises, il faut d'abord les appliquer. Et si on essaye de scruter attentivement ce qui est arrivé, tout porte à croire que les règles ont été scrupuleusement respectées et appliquées. Très bien. Maintenant, il faut donc qu'on donne la possibilité à tout le monde, ne serait-ce que les citoyens de cette catégorie qui ont des liens avec le code pénal, avec le code de procédure, de bénéficier aussi des mêmes avocats. Merci, docteur Aoumou. Oui. Ma préoccupation sur le plateau était d'abord de savoir si pour le cas Basil Atanganakuna, la loi a été respectée. Je pense que nous sommes d'accord que la loi a été respectée. Entre-temps, il y a également une lettre qui circule au niveau sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ce que d'une manière ou d'une autre, Maître Nouga commence à dire tout à l'heure, c'est réitéré par le professeur Christian Tchala. Beaucoup disent d'ailleurs que, ok, comme on a libéré le ministre Basil Atanganakuna, il faut qu'on libère aussi tout le monde. Où est-ce que vous vous situez dans ce que j'appellerais une sorte de manipulation et même de chantage à l'endroit de la justice? Enfin, c'est normal parce qu'on ne peut pas empêcher aux gens d'avoir ni des opinions ni des sentiments. Voilà. Et ils sont également libres de les exprimer. Mais je voudrais peut-être revenir sur la question pour justement ajouter et préciser que effectivement il y a tout un décret d'ailleurs, n'est-ce pas, qui porte sur les modalités de restitution du corps du délit. Voilà, c'est le décret numéro 2013/288, n'est-ce pas, qui revient déjà, il est justement prévu par l'article 18 que vous avez déjà cité, et aussi par l'article 5, n'est-ce pas, portant création et organisation du corps spécialisé, n'est-ce pas, l'officier de police judiciaire du TCS. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un arsenal juridique qui encadre la restitution du corps du délit, et ça a déjà été clairement dit ici. La loi a été respectée. Mais la question que vous me posez maintenant renvoie
Oui, au débat qui est déjà séculaire, c'est le débat philosophique entre le droit et la justice. Les deux sont indissociables, c'est clair, mais de la même manière, c'est aussi le droit qui consacre la justice, c'est-à-dire que la justice se fait par le droit. Voilà. Et toute la théorie autour, même lorsqu'on parle de la séparation des pouvoirs, celle-ci, elle est encore garantie par le droit. Donc, vous voyez que on ne peut pas les dissocier. Mais, de la même manière, pour revenir à votre question précisément, le droit et la justice ne sont pas toujours d'accord. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la justice instituée, et puis il y a la justice, on va dire, philosophie de justice. Voilà, qui se rapproche de la morale, notamment de la morale populaire. Et c'est là où le peuple demande souvent des comptes à l'État, parce que chaque fois la justice n'est pas juste, puisque effectivement on peut demander que la même chose s'applique aux autres. Mais est-ce que les mêmes conditions sont réunies? Je crois que Maître le disait déjà tout à l'heure. Est-ce qu'il est admis ici que les autres qui sont cités sont éligibles à la même procédure? Bon, on va laisser, n'est-ce pas, les spécialistes et autres pénalistes. Mais il faut bien que les gens comprennent que le droit est pour tout le monde, que la justice aussi, l'accès à la justice est garanti dans notre pays, et qu'il faut qu'ils comprennent que ceux qui sont dans cette posture et qui répondent, n'est-ce pas, aux conditions posées, n'est-ce pas, par le cadre juridique, voilà, sont tout à fait éligibles. Pourquoi pas? Ils peuvent saisir les juridictions compétentes et, normalement, les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Donc, c'est la posture que j'ai, c'est celle de la légalité et celle d'une justice pour tous, de manière équitable. Si vous permettez que je ce que le docteur vient de dire, je pense que la première personne à bénéficier de l'arrêt des poursuites, c'est pas mon client, pas du tout. Restitution. Madame Amanadama. C'est même pas Madame Amanadama. Ils sont nombreux. Il y a une crielle de personnes. C'est-à-dire c'est légion au TCS. Plusieurs personnes ont bénéficié de l'arrêt des poursuites. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il suffit, effectivement, on cite des noms, je ne les cite pas, mais on dit telle affaire, tel a remboursé, on ne l'a pas laissé. Je peux vous assurer que c'est faux. Et puis, si vous permettez, c'est en fait la restitution, le texte le dit, la restitution doit être intégrale. C'est pas une offre de restitution partielle. Ce n'est pas, c'est pas d'attendre que lorsqu'on va dire qu'on a, c'est-à-dire on vous poursuit peut-être pour 10 millions, prenons des cas qui nous ressemblent là, on poursuit pour 10 millions. Et puis, vous dites, bon, j'attends, moi, j'ai des arguments qui montrent que non, c'est plutôt 17 000. Et lorsqu'on va dire, à la fin, 17 000, je vais payer 17 000. Non, vous n'êtes plus éligible. Si on vous poursuit pour 10 000, même si vous savez que, en fait, après avoir dépouillé tout, il ne restera que 5 000, payez les 10 millions. Et utilisez tous les canons. C'est-à-dire sur le plan de la forme, sur le plan du fond, sur le plan du respect de tout ce qu'on appelle de tout cette tous les textes. Tout cet pour autre chose. Vous pouvez être poursuivi pour une autre chose, ça sera une autre chose. Comme je le disais, le texte est assez clair. Il y a tout un texte qui décrit toutes les modalités au détail. C'est un texte d'une vingtaine d'articles. Donc c'est assez clair. Mais je voudrais terminer pour dire que oui, il y a aussi, en tant qu'enseignant, alors il y a un esprit qui a prévalu peut-être à ces textes-là. Comme l'a déjà dit Maître Nouga au départ, c'est-à-dire que, et d'ailleurs vous-même vous l'avez réitéré, c'est ce qu'on a voulu faire en disant oui, vous avez la possibilité de restituer, n'est-ce pas? C'est aussi une forme de justice. Je crois que ça a été dit ici. C'est un moyen de défense. Et ce moyen de défense, n'est-ce pas, est accessible à tous. Je crois que c'est important de le souligner. Lorsqu'on l'avait dans ce souligné, oui, Christian Tchalatchala. Il ne faut pas aussi se départir de la vision politique du président de la République. Quelle est cette vision? Oui, à humaniser la justice.
Ah bon, d'accord, c'est compris. Et davantage sur le caractère spécial de la juridiction. C'est pas une juridiction. Voilà, c'est très important. C'est une juridiction spéciale. Je vous invite à poursuivre sur ce débat, à regarder ce reportage qui a été tourné à chaud du côté du tribunal criminel spécial. C'est un reportage qui a été effectué par Karine Okomo. Et de l'énergie est libre. Les poursuites engagées contre lui pour détournement de la somme d'1 327 640 francs CFA au préjudice de l'État du Cameroun sont définitivement arrêtées conformément à la décision numéro 001/27/2022 du 27 juillet 2022. La décision du procureur général près le tribunal criminel spécial à la demande du ministre d'État, ministre de la Justice garde des Sceaux Laurent Esso et en application des hautes instructions du chef de l'État Paul Biya est prononcée ce vendredi 29 juillet 2022 au cours d'une audience présidée par Annie-Noël Baounui Batengue, la présidente du TCS. Cette décision fait suite à la restitution du corps de délit au trésor public au compte quittance, le mode de défense choisi par son collège d'avocats. Nous avons opté pour un moyen de défense, une modalité de défense qui est la restitution du corps du délit. Parce que notre client est un haut commis de l'État et on s'est dit à quoi ça servirait tout simplement d'aller dans une confrontation effrontée contre les magistrats ou la magistrature, contre tout un appareil judiciaire. Et c'est pour cela que nous avons opté pour ce moyen, qui est restitution du corps du délit. C'est un moyen de défense et ce moyen a prospéré. Nous sommes contents. Pour les avocats de la défense, la famille et les amis présents à cette audience, c'est un soulagement pour cet heureux aboutissement. Les multiples accolades le démontrent à suffire. C'est également l'occasion d'exprimer toute la gratitude au ministère public, aux magistrats et au chef de l'État Paul Biya pour sa mansuétude. Mes sentiments sont les sentiments d'un homme heureux, d'un homme qui n'est pas en train de faire un jubilé, qui ne jubile pas du tout. Parce que il faut d'abord rendre grâce à sa famille, à son épouse, à ses enfants qui pendant 3 ans, pendant toutes ces années ont été à nos côtés et qui ont le plus souffert de sa détention. Mais nous tenons, personnellement je tiens à remercier sincèrement le ministère public qui est incarné par le chef de l'État qui a fait droit par la mansuétude à nos requêtes. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Je suis un avocat heureux, tout comme mes confrères qui ont été avec moi dans ce dossier. Je pense à Maître Luxac, je pense à Maître Yossa. Alors ils ont travaillé d'arrache-pied pour aboutir au résultat que nous venons d'enregistrer avec beaucoup de satisfaction. Imaginez-vous que lorsque vous avez suivi un détenu pendant près de 4 ans et qu'au terme de ces 4 années, il recouvre sa liberté, et la joie, la satisfaction, le bonheur sont entiers. Incarcéré à la prison centrale de Kondengi depuis mars 2018, Basile Atanganakuna recouvre ainsi la liberté après y avoir passé 4 ans. Après plusieurs requêtes des avocats de la défense et restitution du corps de délit, le secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongo adresse une correspondance le 25 juillet 2022 au ministre d'État, ministre de la Justice garde des Sceaux Laurent Esso, avec pour objet l'arrêt des poursuites engagées contre Basile Atanganakuna. Bon retour sur ce plateau. Je pense que je vais repasser la parole à Maître Nouga après avoir suivi ce reportage de Karine Okomo. Alors, Maître Nouga, je voudrais que nous allions un peu plus en profondeur, hein, vraiment sans flagornerie. Maintenant qu'on a eu à libérer Basile Atanganakuna sur les réseaux sociaux, on dit qu'il faut libérer Mara Familou Yaya aussi, il faut libérer Langena Wana, il faut libérer l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, il faut libérer Ondondon, il faut bon, la liste est longue. Vous êtes avocat, est-ce que toutes ces autres personnes, prisonniers de luxe entre guillemets, qui continuent à être détenus, ont déjà eu à restituer le corps du délit? Bon, écoutez, vous l'avez compris, maître, mon confrère est là. Monsieur Atanganakuna a été libéré à la suite d'une option de défense qui a été appliquée avec succès. Il faut bien que cela soit compris et bien dit. Et c'est une option prévue par la loi
même si nous proposons des réformes pour cette loi. Parce qu'on peut assurer, on peut garantir cette option de manière conforme à la Constitution, en confortant la séparation des pouvoirs. Ça, c'est ça le truc. Il n'est pas question que des gens qui sont dans la même position, d'abord qui n'ont pas cette option de défense, en bénéficient. C'est un choix. D'accord. Bon, alors, ceux qui font des listes de personnes à libérer, je suis bien d'accord qu'on libère les gens, hein. Je suis bien d'accord, mais il faut qu'on les libère conformément à la loi. Donc, ceux qui n'ont pas remboursé le code de... Non, je ne dis même pas rembourser le code de délit parce que je trouve ce terme un peu inapproprié. Ceux qui n'ont pas choisi l'option de défense du remboursement du code de délit ne peuvent pas en bénéficier. Il faut le dire clairement, M. Atanakuna n'a pas été libéré par... C'est vrai, le journaliste et même nos confrères ont visé la mansuétude du chef de l'État. Vous comprenez bien que c'est ce que nous contestons. Parce que nous sommes non seulement avocats, mais même en tant qu'avocats, nous devons proposer les réformes qui conviennent pour une justice plus crédible, pour une justice plus utile à notre peuple. C'est pour ça que l'intervention de l'exécutif dans les processus judiciaires, moi, c'est ce que dit la loi, maître. Oui, c'est vous qui dites là-bas que cette lettre, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est pour ça que nous nous projetons vers les réformes qui permettent de changer ces lois et de les rédiger de manière plus conforme à la Constitution. Merci beaucoup. Docteur Aoumou, cela m'amène à parler de ce qui fait débat au Cameroun depuis plusieurs mois déjà, les très hautes instructions du président de la République. Nous avons vu le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, sur très haute instruction du président de la République, adresser une correspondance au ministre d'État garde des Sceaux pour l'arrêt de poursuite concernant le docteur Basile Atanganakuna. Est-ce qu'il ne faut donc pas peut-être avoir la preuve que lorsque le SGPR parle de hautes instructions du président de la République, ce n'est pas de la blague? Les gens ont estimé que non, le SGPR, Ngongo, utilisait ces hautes instructions à ses propres fins et que parfois il disait hautes instructions alors que le président de la République n'était pas au courant. Non, déjà que il faut bien que ce soit précisé. Les hautes instructions sont une procédure administrative qui est tout à fait normale, elle est même courante. Et elle est encore une fois juridiquement encadré. Il y a un décret qui est souvent ignoré même par certaines hautes personnalités. Et je l'ai retrouvé, c'est le décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011, le plus récent, portant réorganisation de la présidence de la République. Et dans ce décret, il y a un chapitre premier qui traite du secrétariat général et à l'article 2, il est clairement précisé à l'alinéa 2 que le secrétaire général est chargé des relations entre la présidence de la République et le gouvernement. C'est à ce titre-là. L'article 3 fait un chapelet, n'est-ce pas, d'un certain nombre de dispositions, n'est-ce pas, qui permettent donc au secrétaire général d'assister le président de la République dans l'accomplissement de sa mission. Et c'est dans ce cadre-là que le secrétaire général de la présidence de la République reçoit une délégation de signature. Et de cette délégation de signature découle également ce qu'on appelle les hautes instructions. Donc c'est encadré. Il a tout à fait, n'est-ce pas, le droit dans la poursuite de l'action, n'est-ce pas, du président de la République, n'est-ce pas, en lien avec le gouvernement. C'est lui qui fait la liaison. Et d'ailleurs, il faut payer un tribut, je pense au professeur Magloire Ondoa, qui a commis... Le recteur de l'université de Douala, qui a commis une recherche assez fouillée sur cette question-là depuis que le Cameroun existe. Et qui a à chaque fois démontré que c'est un fait courant d'administration normale. Et que d'ailleurs, contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, peut-être que le secrétaire général actuel, pour ne pas le nommer, le ministre d'État, n'est peut-être pas celui qui aurait bénéficié, n'est-ce pas, le plus de pouvoir en la matière. Il y a eu, parmi lesquels le président de la République lui-même, quand il a occupé ses fonctions, peut-être aussi du fait de la nature du système
administratif et politique qui était en vigueur à ce moment-là. Donc, il faut bien comprendre que tout cela est encadré juridiquement. C'est par là que le secrétaire général, n'est-ce pas, continue de suivre, n'est-ce pas, l'activité de la présidence de la République en lien avec le gouvernement, et que c'est tout à fait normal. C'est compris. Professeur Christian Djala, le débat a fait couler beaucoup d'encre de salive. Il a d'ailleurs encore au cours. On a vu... je vais oublier volontairement ce fait-là, le secrétaire général, le ministre d'État, Ngongo, donner des hautes instructions à une autre personnalité, et finalement, on a commencé à dire que c'était du n'importe quoi. Mais une semaine plus tard, c'est que le secrétaire général de la présidence de la République avait eu à donner comme instruction, et ça s'est appliqué. On vient encore de le voir pour le cas à Tangana, à Kuna. Je pense que de manière progressive, nous allons comprendre que le ministre d'État Ngongo n'est pas un flagorneur, encore moins un blagueur du côté de la présidence. Il habituellement répercute les très hautes instructions du président de la République. Bien, ça a été dit tout à l'heure par Dr Aoumo. C'est une pratique qui a toujours existé. Elle est d'ailleurs encadrée. Et mais pourquoi on a eu à faire des procès au ministre d'État Ngongo en disant que non, ce sont les hautes instructions du ministre d'État Ngongo? C'est que tous les secrétaires généraux de la présidence de la République ont eu en leur temps à répercuter les hautes instructions du chef de l'État au gouvernement. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Ngongo, arrive à l'ère des réseaux sociaux. Ce qui fait donc que ce qui se passait avant et qui n'était pas porté à la vue du grand public l'est aujourd'hui. Je crois qu'il se retrouve dans un contexte particulier. Voilà pourquoi, à un certain moment, on peut penser qu'il abuse de sa position pour répercuter les instructions imaginaires. Et les cas que vous avez évoqués montrent clairement que ces instructions n'étaient pas imaginaires. Ces instructions n'étaient donc pas imaginaires, Maître Sac, puisque j'en suis persuadé, certains qui sont en prison en ce moment, pour plus ou moins les mêmes raisons, je dis bien plus ou moins, peut-être peuvent se dire qu'il y a jurisprudence et que cette affaire de restitution du corps du Lili et que vous pouvez par la suite être libre n'est pas qu'une vue de l'esprit. Si, comme je vous l'ai dit au début, mon client n'est pas le premier à en bénéficier. Ils sont nombreux qui ont bénéficié de cela. Mais revenant sur ce que vous avez dit sur les hautes instructions, en fait, des documents hautement confidentiels qu'on retrouve dans sur la place publique, c'est là qu'il faut s'interroger effectivement sur la confidentialité du traitement des documents au niveau de nos administrations. Et là, je vous relance. On sait très bien que le procès, entre guillemets, fatidique, c'était vendredi. La lettre des hautes instructions du président de la République, répercutée par le ministre d'État Ngongo, s'est retrouvée la veille sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était un fait anodin? C'était justement peut-être pour, comment on dit ça, manipuler l'opinion? Et avec quelle visée? Ça peut être une lecture, Moi, je dis tout simplement que c'est assez désagréable désormais de voir que des documents confidentiels qui sont adressés à des très hautes personnalités se retrouvent sur des plateformes. Alors, je me souviens qu'il y avait une première instruction, en fait, un premier document qui avait circulé comme ça, et des journalistes sont venus me voir à mon cabinet pour me dire est-ce que ce document est vrai ou faux. Je leur ai dit je ne suis pas adressataire de ce document. Je ne suis pas l'auteur du document ni l'adressataire. Donc vous ne pouvez pas me poser la question sur un document qui est hautement confidentiel. Comment se fait-il que à ce niveau, effectivement, de l'action administrative, qu'on en soit à avoir des documents, et le professeur Tchala disait maintenant, peut-être c'est parce que c'est les réseaux sociaux, des documents qui ont, des instructions qui ont existé qui existent dans l'administration, ça se fait comme ça depuis longtemps, depuis la création de cet État, mais qu'aujourd'hui, ça devient un problème.
Et effectivement, on peut donc se poser un certain nombre de questions. Oui, docteur. Je voulais simplement préciser encore une fois que, eh bien, les hautes instructions restent transmises, n'est-ce pas, dans le cadre de la légalité. Si on reprend le cas qui nous intéresse, celui du ministre Atanakuna, qui recouvre la liberté, et c'est simplement pour préciser que, encore une fois, c'est le décret qui le dit sur la restitution du corps du délit. C'est-à-dire que il est clairement stipulé que, eh bien, c'est à la demande, n'est-ce pas, du ministre en charge de la justice que le procureur général, n'est-ce pas, sur autorisation, pardon, du ministre de la Justice, que le procureur, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas le président, encore moins le secrétaire général du ministre d'État qui prend, non, il écrit au ministre en lui rappelant certaines dispositions de la loi qui permettent, n'est-ce pas, qu'une procédure de justice soit appliquée. Donc il faut bien retracer cela. Ce n'est pas le président de la République qui a décidé de libérer Monsieur Atanakuna. Non, il faut que ce soit bien clair pour tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, c'est une procédure normale qui est appliquée et c'est seulement l'autorisation telle que c'est écrit dans les textes du ministre en charge dans du garde des Sceaux qui peut conduire à ce que le procureur général, n'est-ce pas, décide de l'arrêt des poursuites. Maître Nouga, est-ce qu'il peut également arriver, je prends vraiment cette éventualité-là, que vous puissiez restituer le corps du délit et que vous continuez à rester en prison? Oui, absolument. Mais si la procédure n'est pas respectée... Ça signifie qu'on vous a roulé. Mais ça, c'est possible. Si la procédure, si le ministre de la Justice ne donne pas son autorisation, puisqu'on dit qu'il le peut. Cependant, je ne suis pas sûr qu'on peut utiliser le terme rouler. Parce qu'à l'issue d'un procès, il y a des attentes en réparation de la partie civile. Et que si vous avez déjà déposé de l'argent, je suppose que cet argent pourrait, le cas échéant, aider ou participer à au règlement des frais de justice, au règlement de la demande d'indemnisation, etc. Ce que je voulais dire dans cette procédure, j'ai même le sentiment que si la présidence de la République réagit, c'est certainement parce que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a demandé son avis. Et que ça manifeste certainement une résistance du garde des Sceaux à donner l'autorisation au procureur d'accepter la procédure d'arrêt de poursuite. Donc, je pense que ça peut révéler un fonctionnement relativement... Beaucoup ont vu une espèce de bras de fer encore entre le ministre d'État SGPR et le ministre d'État garde des Sceaux. Oui, certainement que ce bras de fer devrait être normal dans la mesure où il s'agit quand même de la protection des intérêts de l'État, des intérêts publics. Donc c'est normal que le ministre de la Justice dise que peut-être il ne faudrait pas et qu'au vu des éléments que la présidence a, lui disent nous, pour nous, on pourrait accepter. Donc, je suis d'accord. Mais évidemment, c'est tout cela qui, à mon humble avis, ne participe pas à la crédibilité de la justice. Parce qu'il faut que la justice s'affirme comme indépendante et comme crédible. Merci. Oui, Maître Sac. Je vais peut-être compléter ce que mon confrère a dit. Oui. Bien sûr, on peut restituer le corps du délit et rester en prison, mais dans quel cas? Il y a des cas, c'est-à-dire que si vous ne restituez pas intégralement le corps du délit, vous resterez en prison. Merci, c'est vrai. Si vous restituez intégralement, mais que la restitution a été faite par un tiers, extraneus penitus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la loi dit que la restitution doit être faite par l'accusé ou par son représentant. Alors, si maintenant vous faites, ce sont vos amis qui viennent avec de l'argent, disent nous restituons, l'État va encaisser, puisque vous restituez dans un compte. Ça rentre dans le compte, mais lorsque vous allez faire votre demande, elle ne sera pas appréciée,
normalement. Et il y a tout un cheminement qui est prévu également par le décret que le docteur Aoumou disait là tout à l'heure. Il y a tout un cheminement, c'est-à-dire vous pouvez faire la demande d'arrêt des poursuites après restitution devant l'officier de police judiciaire, devant le procureur public, devant le juge d'instruction, devant le président du tribunal ou tout simplement à une audience. Et tout cela est encadré. Lorsque vous faites la demande, vous joignez des pièces et notamment la quittance de remboursement. Je pense parce qu'il y a même la possibilité de procéder à un remboursement en nature. C'est-à-dire qu'on fait une offre, on dit j'ai des immeubles, j'ai ceci. Il évalue tout cela, on va évaluer. Mais après, effectivement, le procureur général va étudier votre demande, faire toutes les vérifications nécessaires et transmettre votre demande à sa hiérarchie qui est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, avec un avis. Dit, moi, dans cette affaire, je pense que c'est bon, on peut arrêter. Et le ministre, il faut se dire, le ministre n'est pas une entité indépendante dans un État. Le ministre est un serviteur. Et le ministre est au service du chef de l'État. Le chef de l'État, nous l'avons dit, est le chef supérieur, le chef suprême de la magistrature. C'est le premier magistrat. Donc, je pense que dans l'architecture de notre État qui est plutôt jacobin, le ministre se dit, ok, je dois demander à mon patron la conduite à tenir. Et le patron lui dit, bon, ok, c'est bon, je suis pas contre. D'ailleurs, il ne demande pas, il fait une proposition aussi, en disant, bon, j'ai eu cette proposition, j'ai eu cet avis de mon parquetier, et moi, je pense que c'est une position qui est bonne. Et le chef lui dit, bon, ok, allez-y. Et je voudrais dire qu'il y a dans ce dossier également trop de faux débats qu'on a eu en disant, bon, peut-être qu'il y a eu des problèmes entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux et le SG. Personnellement, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Vous voulez arrondir les bords. Oui, je veux tout simplement dire que vous pouvez imaginer que lorsque nous avons demandé l'arrêt des poursuites par l'ouverture de nos comptes, le parquet général a répondu favorablement. Et vous imaginez que le parquet général peut répondre favorablement à une telle demande sans en référer à la hiérarchie? Non. Et sa hiérarchie directe, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc dans ce dossier, le garde des Sceaux a été effectivement avenant pour qu'il y ait... Bon, c'est vrai que maître, on peut vous comprendre. Hein. Vous n'avez aucun intérêt à avoir des problèmes avec votre garde des Sceaux. Non, nous avons dans ce dossier, je vais dire, M. Haïssi, dans cette affaire, et Maître Moral disait maintenant, nous les avocats, ce que nous voulons souvent, c'est faire progresser la compréhension du droit. Ça a été une bataille de longue date de Maître la compréhension du droit et la compréhension du droit du tribunal qui est applicable au tribunal criminel spécial. Il faudrait que tout le monde se l'approprie, y compris les magistrats qui pensent que c'est une juridiction de droit commun. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. D'accord, maître. Docteur Aoumou, je vais vous poser une question. Je ne vais pas qualifier moi-même déjà de compliqué. Le docteur Basila Tangarakouna est donc désormais libre. On l'a vu, beaucoup se posent d'ailleurs les questions parce que moi j'étudie également les signes ailleurs. Lorsqu'on a vu Dr Basila Tangarakouna, on se posait bien des questions si ce monsieur sortait vraiment de prison. Et beaucoup ont même estimé qu'il a pris un peu de poids. Oui. Vous avez eu la même remarque? Enfin, il a l'air bien portant, tout au moins. Et on dira qu'il est costaud moralement. Mais écoutez, quand vous sortez de prison, c'est d'abord une victoire, une victoire personnelle, peut-être sur le sort, sur le destin, mais aussi si vous avez l'impression que la justice est rendue, quand vous avez fait justice, eh bien forcément, vous ne pouvez pas avoir une mine d'enterrement, bien au contraire, ce sont certainement... On l'a vu danser le Mendian. Oui, voilà, et il a le droit de célébrer. Hein, il sort de loin. Oui, il sort de prison, d'abord. Donc, si vous... Et la prison en contexte camerounais, ce n'est pas toujours du miel. Oui, maintenant, je ne sais pas, la question, c'est finalement... La question, finalement, est celle de savoir si on peut s'attendre à une prochaine nomination d'Atangarakouna.
C'est possible? Alors, il faudra faire attention, parce que, bien sûr, il y a arrêt de poursuite. Et là, je parle encore sous le contrôle des pénalistes. Il n'est pas condamné. Voilà. Il n'est pas condamné, mais il y a aussi l'article 3, alinéa 2 du décret que j'ai cité tout à l'heure, qui dit que, eh bien, à charge à la justice, n'est-ce pas, ou au tribunal, de prononcer les déchéances qui sont prévues à l'article 30 du Code pénal. Alors, ces déchéances-là, et je crois même la première, je parle encore sous votre contrôle, c'est la destitution et, n'est-ce pas, la perte de la possibilité, justement, d'occuper voilà, des fonctions de gestion, des fonctions administratives, des fonctions publiques. Donc, il faut quand même, voilà, est-ce que sur le plan du droit, est-ce que la procédure s'arrête? Ça aussi, je ne sais pas. Est-ce que... Si on dit arrêt de poursuite, oui. Elle s'est arrêtée, mais... Voilà. Elle s'est arrêtée. L'arrêt de poursuite n'est pas une grâce amnistiante. Voilà. Je continue, je dis, c'est pas bien. une grâce amnistiante. C'est pas de l'amnistie, c'est pas de la grâce, c'est pas de la grâce amnistiante. C'est que on a arrêté les poursuites. Vous êtes présumé innocent. Mais la loi a laissé la possibilité effectivement au tribunal de prononcer les déchéances de l'article 30 du Code pénal. Ces déchéances interdisent sur un temps d'exercer les fonctions publiques ou d'administration, même dans des entreprises. Nous avons l'impression que votre micro s'est décroché. Je vais donc passer la parole à quelqu'un d'autre. D'abord au professeur Christian Tchala. Nous ne souhaitons pas véritablement que les gens puissent se croupir en prison, mais nous sommes là pour que si quelqu'un peut payer le corps du délit, ça bénéficie au peuple. L'argent entre dans les caisses de l'État. Oui, ça permet au pouvoir public de rentrer en droit de ce qui lui a été enlevé dans des conditions irrégulières. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée à Maître, je crois qu'il a pris du poids. Lorsqu'on est en prison, on est sédentaire. On n'est plus membre du gouvernement, les calories ne sont pas consommées. Et puis on peut aussi bénéficier d'autres choses. On a eu des amis, on peut recevoir beaucoup de plats de nourriture, et puis développer un embonpoint. Maintenant, par rapport à notre question, il faudrait peut-être laisser la justice aller jusqu'au bout. Très bien. Est-ce qu'il y aura une déchéance? Est-ce qu'il n'y aura pas? C'est en ce moment qu'on pourra se prononcer. Je répondais à cette question pour dire que vous n'étiez pas audible tout à l'heure. Merci bien, monsieur Haïssi. Je disais que l'arrêt des poursuites n'est pas une grâce. C'est pas une amnistie. C'est pas une grâce amnistiante. Donc, lorsqu'on arrête les poursuites, on est présumé innocent. Tout à fait. Donc, il est présumé innocent, mais le tribunal prononce les déchéances de l'article 30 du Code pénal. Donc, il y a interdiction d'exercer certaines fonctions publiques et même administratives dans les sociétés privées. Bon, maintenant, les déchéances, on peut les lever. Il y a un régime légal qui permet de lever les déchéances, un régime de probation qui permet de lever les déchéances. Et donc, là, mais je pense que nous n'en sommes pas encore. Nous n'en sommes pas là. D'accord. Pour l'instant, c'est la libération qui vous intéresse, vous, en tant qu'avocat. Vous ne jubilez pas, certes, je vous cite là, mais vous êtes quand même content. Je suis très content. Maître Nouga, au moment où nous nous acheminons à mettre un terme à ce programme, peut-être un conseil à l'endroit de ceux qui nous regardent, un conseil à l'endroit de ceux qui sont en prison pour quelque raison que ce soit. Oui, écoutez, je ne sais pas si j'ai un conseil pour ceux qui sont en prison, mais il est clair que nous avons besoin d'une justice absolument crédible. Et la crédibilité de la justice passe par une indépendance affirmée. Et c'est cette indépendance que je réclame dans cette émission. Nous avons un code de procédure pénale avec un tribunal criminel spécial bien organisé. On peut améliorer cette organisation en affirmant notamment, si vous voulez, la nature sociale de certaines décisions. Si
on reçoit en retour les corps de délit en forme financière au profit de l'État, il faut que la justice assure au peuple qu'en fait, les gens ne vont plus continuer à détourner. Et ça, c'est très important parce que, vous savez, le danger que j'ai perçu lors de la mise en place du tribunal criminel spécial, c'était de pouvoir créer une sorte de nouveaux hommes d'affaires qui détourneraient de l'argent public, se feraient arrêter. Pour l'instant, on n'en a pas. Le laisseraient gérer et puis rembourseraient, ressortiraient pour continuer c'est pas un business, à faire du business avec les fonds publics. Il faut que tout cela puisse être pris en compte dans les réformes que nous proposons. Et je pense que ce n'est pas c'est pas une histoire d'opposants, mais c'est une histoire de praticiens. C'est compris. Qui a compris un certain nombre de choses et qui appelle le gouvernement aux réformes utiles pour plus de crédibilité de l'institution judiciaire. Maître Sac, vous devenez là très célèbre. Hein? Vous avez défendu un prisonnier de luxe qui a recouvré sa liberté. Je présume que vous serez cherché dans les prochains jours. Peut-être que vous avez le secret de cette affaire. Sans doute. Et Maître nous a dit que sans doute. Parce que de temps en temps, lui-même là, il s'est frappé la tête sur le mur. Nous attendons d'ailleurs le compte rendu sur ce point. Non, vous savez, il est interdit aux avocats de faire une publicité par eux-mêmes, mais lorsque le ministre Atangana m'a appelé à sa défense, je n'étais pas connu effectivement par le grand public. Il a demandé que on lui trouve un avocat. Un brillant avocat. Un avocat. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire mes félicitations. Il a demandé qu'on lui trouve un brillant avocat qui n'est pas très connu et qui n'est pas qui n'est pas bâtonnier, qui n'est pas ceci, parce que il voulait pas effectivement que cela, je pense qu'il voulait pas qu'il apparaisse comme une publicité. Voilà, quelqu'un qui veut montrer qu'il a beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai été approché, parce que on lui a dit, bon, il avait dit qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine expérience. On lui a dit, il y a des avocats d'une promotion qui est très expérimentée. Nous sommes dans un club qu'on appelle le club 9-6, et on a dit, bon, ils sont excellents. C'est comme ça que j'ai été approché, et maintenant je suis fier. Mais je suis surtout fier d'avoir travaillé aux côtés de Maître Atangana ici, qui était notre aîné, qui coordonnait, et puis de Maître Yosakamga qui est venu également s'adjoindre à nous et qui a fait du bon boulot. Félicitations donc à ce trio d'avocats qui défendaient le ministre Basil Atangana Kuna. Procès, vous voulez coller un mot? Oh, je demandais combien il a gagné. Bon, Maître Sarr ne le dira pas à l'antenne. Maître Sarr aurait voulu savoir combien vous avez empoché. C'était quand même prisonnier de luxe. Vous savez, la première chose, on a dit prisonnier de luxe parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été dites, mais la première vertu que l'avocat recherche, c'est de gagner un procès au pénal. Tout à fait. De gagner un procès au pénal. Nous ne sommes pas liés par une obligation de résultat. Nous sommes là avec une obligation, nous exerçons avec une obligation de moyens, mais l'obligation de moyens et de diligence, c'est l'obligation la plus compliquée à assumer. Je peux vous le garantir. Et cette procédure, c'est une procédure de diligence. Merci, Maître Nougadi. Cette procédure est une procédure de diligence. On dira donc justement merci à Maître Luc Sac, qui était là ce matin, avocat au barreau du Cameroun et l'un des avocats du conseil du Dr Basil Atangana Kuna. Merci à Dr Aoumou, enseignant d'université, politologue internationaliste. Il enseigne du côté de l'Institut de Relations Internationales du Cameroun. On dira aussi merci à Maître Nouga, toute une vie dans les tribunaux. Il est aussi avocat au barreau du Cameroun, mais également
homme politique du côté du PCRN. Et comment ne pas dire merci à monsieur le vice-recteur de l'université de Berthois qui attend d'être installé. Alors, professeur, vous n'avez pas toujours la date de l'installation à Berthois, à l'université? Oui, elle a encore attendu. Elle a encore attendu. Nous voulons venir danser le Mandjang à Berthois. Vous êtes les bienvenus. Enseignant d'université. Et également, ne ratez pas la rediffusion de ce programme. Ce sera ce soir à partir de 21h. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h30 en direct sur Info TV pour un autre grand débat de la semaine. Excellent dimanche à tous et à toutes.